Si ça marche. Bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents pour cet atelier Eau et Agriculture, appropriation d'un bien commun et conflit d'usage. Donc moi je suis Léo Tiburce, co-responsable de la commission Agriculture et Ruralité d'Europe Écologie Les Verts. Et on va co-animer ce débat avec Océane Marielle, qui est élue à La Rochelle. On a le plaisir d'accueillir donc Benoît Biteau et Joël Lallemand. Donc tout à l'heure, on fera les présentations un petit peu plus précises. Je voulais juste introduire un petit peu le sujet en rappelant que finalement, cette problématique de l'eau, elle est essentielle parce que les changements climatiques vont intensifier et aggraver cette situation de pénurie comme on a pu le connaître en 2019. Je rappelle qu'en 2019, on avait 85 départements qui étaient concernés par des mesures de restriction d'eau. Et on a connu également cette sécheresse mars-avril 2020. Et là, aujourd'hui, on a quelque chose comme 77 départements qui sont aujourd'hui concernés au 15 août par des arrêtés préfectoraux. Donc, on a des épisodes d'intense sécheresse qui vont être de plus en plus fréquents, qui vont être amenés à se multiplier. On sait qu'il y a des questions sur les climats qui vont évoluer dans la moitié nord du pays. On a notamment des contrastes saisonniers qui vont être de plus en plus forts avec des épisodes de sécheresse de plus en plus violents, alors que la moitié sud du pays pourra se rapprocher notamment d'un climat semblable à celui du pourtour méditerranéen. Et donc notre atelier, il propose de s'intéresser à cette question de notre ressource, notre patrimoine commun qu'est l'eau, et de nos usages donc vers une une sobriété hydrique, et à la fois de s'interroger sur cette question des conflits d'usage, parce qu'on peut se dire qu'à un instant T, on va avoir un problème de ressources sur un territoire à un instant donné. Aujourd'hui ou dans le futur, on va avoir aussi des problèmes de comment répartir au mieux la ressource entre les différents usages. Juste pour finir sur le fait de dire qu'on fait cet atelier eau et agriculture aujourd'hui, et au sein d'Europe Écologie Les Verts, on est aussi en train de lancer un groupe de travail plus large sur la question de la gestion de l'eau en général, mais on s'intéresse aujourd'hui à l'agriculture parce qu'effectivement, l'agriculture, elle a un impact très fort sur la question de la consommation d'eau. On sait que c'est près de la moitié de la consommation nette et surtout, l'importance, je pense qu'il faut souligner, c'est près des 3/4 des consommations en période estivale, c'est-à-dire à un instant donné, l'agriculture opère finalement une tension sur cette ressource. Voilà, j'en ai fini pour le cadrage de l'atelier. Je vais laisser la parole à Océane qui va présenter un peu plus particulièrement les invités. Oui, donc pour parler à... Est-ce qu'on m'entend? Non, on m'entend pas. Oui. Donc pour parler de ce sujet, on a deux invités de choix. Je vais commencer par vous, Joël. Joël Lallemand, qui est présidente de l'API, l'Association de protection d'information et d'études de l'eau et de son environnement. Vous étiez également chercheuse à l'INRA et spécialiste sur les questions de l'eau. Donc merci d'être ici. Et ensuite, Benoît Biteau, député écologiste au Parlement européen, mais également paysan, agronome et conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine. Donc merci à tous les deux d'être là. Merci au public. Je pense également à tous ceux qui sont en ligne avec nous et qui nous regardent depuis derrière leur ordinateur. Merci d'être chez vous pour nous permettre à nous d'être ici. Bien sûr, je vais vous demander pendant toute la séance de respecter les règles sanitaires et donc de garder votre masque pour ceux qui sont dans le public. De couper aussi le son de vos portables parce que du coup tout est capté en vidéo. Enfin, je vous annonce que pour cet atelier et afin d'intégrer également le public qui n'est pas là en présentiel mais qui est bien avec nous aujourd'hui, pour les questions, nous vous demandons de nous les envoyer par SMS au 06 45 48 30 85. Le numéro est là si vous ne vous en souvenez plus à un moment. Et nous les poserons aux invités à la fin de l'exercice. Voilà, je te laisse poser la première question. Oui, donc d'abord à Joël, s'il vous plaît. En fait, j'ai posé un petit peu le cadre tout à l'heure là du contexte, mais vous, en tant que chercheuse et présidente d'une association de protection de l'eau, est-ce que vous pouvez nous dresser un panorama un petit peu de cette question de l'état de la ressource et d'avoir un peu des éléments de prospective sur l'état de la ressource? Alors l'état de la ressource, il est plutôt catastrophique, à moins qu'on préfère faire des randonnées dans les rivières que du canoë-kayak.
Mais je tenais à dire aussi que ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, hein, ça date à peu près du début de l'irrigation. Nous, quand notre association a été créée en 90, il y avait eu 600 km de rivières à sec sur 2000 km de cours d'eau, donc c'était quand même beaucoup. Et les irrigants, à cette époque, ils disaient que ce n'était pas eux, qu'ils n'avaient absolument aucun impact. Alors maintenant, ils reconnaissent qu'ils ont un impact parce qu'ils ont un plan B, B comme bassine. Voilà. Alors, pour revenir à la question de l'état de la ressource actuellement, si vous allez sur le site de l'Observatoire national des étiages, vous verrez qu'actuellement dans les Deux-Sèvres, et puis c'est un peu pareil dans beaucoup d'autres départements, on a seulement 14% des rivières qui ont un écoulement acceptable. Les autres sont soit en assec, soit en rupture d'écoulement, soit en écoulement faible. Or, étiage, ça veut dire niveau d'eau pendant l'été. Voilà. Et donc, en fait, c'est important quand même qu'il y ait un écoulement parce que de l'eau qui ne coule pas est particulièrement vulnérable. Elle va avoir sa température qui augmente, elle va concentrer les polluants et elle va être particulièrement vulnérable aux proliférations bactériennes ou aux cyanobactéries. Et c'est d'ailleurs le cas un peu partout en France. Juste, je rebondis aussi pour aller plus loin. Là, pourquoi le sujet de l'eau, c'est aussi celui du climat? Enfin, si vous pouviez nous exposer un petit peu tout ça. Alors, il y a deux facettes à cette question. D'abord, le climat, il joue sur l'eau, puisque dans les prochaines années, on aura moins d'eau et surtout plus d'évaporation, d'évapotranspiration, c'est-à-dire tout ce que rejettent les végétaux. Les végétaux vont consommer plus, donc forcément, la tension va être de plus en plus vive. Mais il ne faut quand même pas oublier d'un autre côté qu'on est un peu aussi responsable, l'agriculture est responsable de cette situation parce qu'elle a détruit les zones humides, arraché les haies, rectifié entre guillemets les rivières, c'est-à-dire transformé des rivières sinueuses en canaux. Avant, une goutte d'eau qui mettait 2 semaines pour atteindre la mer depuis la source, maintenant elle y va en 2-3 jours, en diminuant d'autant sa possibilité de recharger les nappes. Donc le constat est très préoccupant et là je vais m'adresser à vous, Benoît Biteau. La réforme de la PAC, elle est soumise au vote des députés européens dès le début de l'automne. Le problème de la gestion de l'eau à des fins agricoles, est-ce qu'il fait partie, est-ce qu'il est soulevé dans le projet de réforme de la PAC? Alors avant d'enquiller sur directement la PAC, rappeler quand même des éléments réglementaires, parce que ça va sans le dire, mais c'est bien de le rappeler. Et moi j'aime bien qu'on rappelle le statut légal de l'eau. Et la loi sur l'eau, qui est une déclinaison nationale de la directive cadre européenne sur l'eau, de la DCE, précise dans son article 1 que l'eau est patrimoine commun, ce qui signifie que ça convoque au moins une dimension, quand on parle d'un patrimoine commun, c'est celle du partage. Et cette dimension de partage est codifiée dans le Code de l'environnement, auquel fait référence l'article 2 de la loi sur l'eau, qui hiérarchise les usages de l'eau. Et la hiérarchie des usages de l'eau, elle est finalement assez cohérente, assez évidente. C'est d'abord, priorité 1, accès à une eau potable en quantité et en qualité satisfaisante. Priorité 2, le bon état des milieux aquatiques. Et Joël a parlé tout à l'heure des zones humides, et ça fait partie des milieux aquatiques qu'il faut absolument préserver parce qu'ils jouent un rôle fondamental dans le stockage de l'eau, dans l'épuration de l'eau, mais aussi dans la dimension climatique de capacité à séquestrer des gaz à effet de serre, donc d'atténuer le changement climatique. Et la troisième priorité, c'est seulement la troisième priorité, c'est ce qu'on appelle l'eau économique, c'est-à-dire celle qu'on peut utiliser pour des activités économiques, comme refroidir un réacteur de centrale nucléaire, comme produire de l'électricité hydroélectrique, ou de l'eau d'irrigation pour l'agriculture. Donc je crois que c'est important de rappeler ces éléments fondamentaux, parce qu'un des sujets qui fait qu'il y a de la crispation et donc des conflits autour de l'usage de l'eau, c'est parce que justement ces priorités-là codifiées dans la loi ne sont pas respectées dans la majorité des projets qui sont aujourd'hui sur la table, et en particulier en Poitou-Charentes où on a 200 projets de retenue de substitution à peu près. Pour faire le lien avec la PAC maintenant et aller vite, comme l'a dit Joël, et Léo avait essayé de l'emmener sur ce terrain-là, et c'est le bon axe d'attaque, en vérité, le sujet de l'eau, le sujet de la pénurie d'eau, le sujet du partage de l'eau, c'est un sujet du climat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les tensions sont exacerbées sur l'eau, même si elles existaient avant, et Joël a bien fait de le rappeler, aujourd'hui, c'est un problème climatique. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de précipitations réparties sur des périodes plus serrées, donc qui posent problème, et des températures qui font que l'évapotranspiration qu'a évoqué Joël sont extrêmement importantes et font qu'il y a des tensions fortes sur l'eau.
Et donc l'agriculture, et c'est pour ça que j'ai amené le sujet par le climat, l'agriculture qui émet 25 à 30% des gaz à effet de serre est d'abord coupable d'une partie du changement climatique par des pratiques qui sont dépendantes du pétrole, comme l'usage de pesticides, d'engrais de synthèse. Donc ça, c'est le premier sujet. L'agriculture est victime du changement climatique, et ça, c'est pas contestable non plus. On le voit cette année, une illustration probante que l'agriculture est victime du changement climatique. Mais l'agriculture peut être la solution. Et c'est là où les politiques publiques peuvent accompagner l'agriculture pour qu'elle devienne la solution. Et la solution pour que la méthode pour que l'agriculture devienne la solution, c'est d'accompagner la transition agricole, la mutation de l'agriculture vers des pratiques qui font que les 60 ou 70% d'espace occupés par des activités agricoles le soient pour séquestrer des gaz à effet de serre, pour amplifier la capacité des sols à retenir l'eau, et ça passe par des pratiques agroécologiques, et donc faire que l'agriculture, qui est aujourd'hui à la fois victime et coupable du changement climatique, devienne la solution en mobilisant ces 60 ou 70% d'espace occupés par des activités agricoles sur des logiques de séquestration de l'eau, sur des logiques d'atténuation du changement climatique, et donc d'apporter des solutions dans la durée. Et du coup, par rapport à la PAC, qu'est-ce qui est exactement discuté en ce moment au niveau de l'Union européenne, et où est-ce qu'on en est? Alors, effectivement, si on veut aller un peu plus dans les détails, ce qui s'est passé depuis le début de cette mandature, donc qui a débuté en juillet 2019, c'est qu'on a commencé déjà par voter l'état d'urgence climatique à la fin de l'année 2019. Ensuite, on a voté en lien avec la Commission européenne le Green Deal pour l'Union européenne, qui doit être le fil conducteur de toutes les politiques publiques qu'on va déployer dans cette mandature-là et pour les prochaines décennies dans les politiques publiques européennes. Et donc la PAC, qui est la dernière politique intégrée de l'Union européenne, qui représente le plus gros budget de l'Union européenne, doit être l'illustration de cette volonté par le Green Deal de changer les choses. Comment est-ce qu'on peut faire avec cette PAC-là? Aujourd'hui, la PAC qui est sur la table, celle sur laquelle on va débattre en octobre ou novembre prochain, est une PAC qui s'inscrit dans le droit fil de ce qu'on connaît depuis le début de la PAC, et surtout depuis 1993, quand on est arrivé sur cette génération de la PAC qu'on connaît là, qui continue d'aider les agriculteurs qui utilisent massivement des pesticides, des engrais de synthèse, de l'irrigation, dans des pratiques industrielles et intensives, et qui oublie de soutenir les pratiques vertueuses, celles qui peuvent justement s'inscrire. Et donc là, si on ne change pas les choses, la PAC qui sera votée en octobre ou novembre 2020 sera celle qui continue d'accentuer le changement climatique. Est-ce qu'on peut attendre encore 10 ans pour choisir une PAC qui va enfin s'engager pour accompagner une agriculture qui, au contraire, atténue le changement climatique? Non, mais je voulais rebondir en fait sur ce que Benoît disait tout à l'heure, donc victime, cause et partie de la solution, mais pour vous interroger aussi un peu tous les deux pour qu'on comprenne bien, en fait, quand on parle d'eau et d'agriculture, par exemple, on peut parler de la filière maïs qui est assez décriée, donc que vous nous expliquiez quand même un petit peu ces filières, parce que tu as peut-être été un peu vite, Benoît, tout de suite partir sur les solutions et la PAC, mais pour qu'on comprenne bien, ces filières, par exemple, cette filière maïs irrigué, en fait, c'est aussi une composante de cette agriculture, on va dire, productiviste, industrielle, qu'on comprenne un petit peu aujourd'hui cette question de l'eau, comment elle est utilisée justement à tous les deux. Là, c'est une question un peu à tous les deux, si vous voulez rebondir. Je vais te laisser parler après, Joël, mais c'est important. Donc effectivement, aujourd'hui, je crois que c'est important de préciser que notre position n'est pas une position anti-irrigation ou voire même anti-stockage de l'eau, puisque dans certaines situations, effectivement, le stockage de l'eau peut être une réponse. Ce que nous, on essaie de proposer, c'est des méthodes pour arriver à un bon partage de l'eau, et je reviens sur la définition que j'ai donnée tout à l'heure, liée aux règles édictées par la loi, hein, tout simplement. Et donc, on a cette volonté de dire on peut utiliser de l'eau pour irriguer des pratiques agricoles, on peut, pourquoi pas, imaginer du stockage et pourquoi pas le financer avec de l'argent public, c'est juste qu'il faut poser des règles pour qu'on respecte cette notion de partage. Et effectivement, tu as raison de pointer le maïs du doigt, parce que d'abord se poser la question d'à quoi sert le maïs. Aujourd'hui, on parle de souveraineté alimentaire, on parle de circuits courts, on parle de retour de lien entre le consommateur et le producteur. Le maïs, ça sert à quoi? Ça sert à nourrir des animaux,
qui sont renfermés 365 jours par an dans des bâtiments d'élevage et qui nécessitent, parce que le maïs est pauvre en protéines, qu'on complète la ration avec du soja qui vient de l'autre côté de la planète, dont on connaît les désastres sur la forêt équatoriale et sur la forêt amazonienne. Voilà. Merci. Et donc, vous voyez bien qu'on amorce complètement un cercle vicieux qui fait que localement, le maïs pose des graves problèmes sur la gestion de la ressource en eau, pose des graves problèmes sur le dérèglement climatique et amplifie le problème parce que dépendant du soja qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. Et justement, peut-être une question pour rebondir à ça. Vous l'évoquiez un petit peu au tout début dans votre réponse à la première question. On sait que vous êtes tous les deux opposés au projet de retenue d'eau qu'on appelle aussi les bassines en Poitou-Charentes. Joël, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Alors, bon, il y a plein de raisons. La première, c'est que c'est beaucoup d'argent public pour des intérêts privés. Ne pas oublier que les agriculteurs qui vont en profiter, c'est seulement 10%, et que les autres sont laissés sur le bord de la route, et ils n'auront pas cet argent public. La deuxième raison, c'est que sous couvert de substitution, en fait, on aboutit à une augmentation de la quantité totale consommée. Donc le nouveau projet, même réduit, il est toujours au-delà de ce qu'on consommait sur les 10 dernières années. Enfin, il y a la question de l'efficacité. On ne sait pas si ça va être efficace, si on pourra la remplir tous les ans. Et en gros, parce que c'est rempli avec les forages, c'est ça ? Oui, voilà. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est pas rempli avec de l'eau de pluie, ni avec de l'eau de ruissellement. C'est rempli avec des forages. Et on ne sait pas si tous les ans, on pourra pomper dans la nappe pour remplir les bassines. Et juste si je suis ce que vous disiez tout à l'heure, enfin ce que disait Benoît, c'est que on pourrait, pourquoi pas, avoir des retenues, par exemple, pour des légumes, pour des productions à destination de l'alimentation, ou pourquoi pas pour abreuver les animaux. Mais là, ce qui pose problème dans ce que vous dites, c'est vraiment le nombre d'acteurs que ça implique et pour quelle filière c'est destiné. C'est ça, c'est-à-dire que pour compléter ce que je disais sur le maïs, c'est-à-dire qu'on se rend compte que quand on veut essayer de partager équitablement la ressource, quand on veut essayer d'imaginer comment bâtir ces projets de stockage quand la ressource naturelle n'est pas assez importante pour satisfaire les productions qui indiscutablement ont besoin d'irrigation, on a un problème dans l'équation qui s'appelle le maïs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on enlève le maïs de l'équation, du bon partage de l'eau, de la possibilité d'irriguer certaines productions et pourquoi pas stocker pour réussir l'irrigation, la difficulté dans l'équation, c'est les volumes captés par le maïs. Et quand on enlève le volume nécessaire pour irriguer le maïs, finalement, on a des réponses qui sont assez simples à mettre en œuvre, qui permettent de respecter une bonne gestion et un bon partage de la ressource en eau. Juste pour faire le lien avec ce qu'a dit Joël aussi sur le rôle des zones humides, je parlais des élevages qui étaient consommateurs de maïs et de soja. Il faut se rappeler que, et c'est la raison pour laquelle le Marais Poitevin a perdu à une époque son label parc naturel régional, c'est que les 30 000 hectares de prairies qui ont été retournés pour nourrir des herbivores ont été retournés pour y produire du maïs qui sert à renfermer des herbivores alors que ces herbivores, si on avait maintenu la prairie, pourraient se nourrir avec de l'herbe. La révolution qu'on propose, c'est de revenir à des fondamentaux aussi évidents que celui-là, nourrir des herbivores avec de l'herbe. Et là, on recrée du lien au terroir. Enfin, là, à l'inverse, on amorce un véritable cercle vertueux. Et donc justement, on a vu qu'il y a un récent rapport parlementaire qui est sorti sur la gestion des conflits d'usage liés à l'eau et qui justement évoque cette question de solution de gestion de l'eau qui serait notamment fondée sur la nature plus que sur la technique uniquement. Donc on est exactement dans cette question-là. Et donc Joël, vous, c'est quoi ces solutions qui seraient fondées sur la nature pour engager une meilleure gestion de l'eau? Est-ce que vous pouvez dérouler un petit peu, puis après Benoît il rebondira, je le sais. Il peut y avoir des semences pour des plantes plus tolérantes à l'eau, bien sûr, mais peut-être que la première chose à faire, c'est de choisir les variétés qui vont pouvoir pousser sur le territoire. Par exemple, mettre du maïs sur des terres à vignes, c'est peut-être pas une très bonne idée. Exporter du maïs pour importer de la viande, c'est peut-être pas non plus une très bonne idée. Alors, dans les autres solutions, il y a effectivement recréer les zones humides, remettre des haies, recréer les capacités de stockage du sol en remettant de la matière organique dedans. Tout ça, c'est des choses, c'est des fondamentaux de l'agronomie, d'ailleurs, qu'il faut remettre en place pour pouvoir avoir une chance de stocker l'eau. Et je dirais aussi que la région a commandité un rapport qui s'appelle Acclimatera, c'est un genre de GIEC local sur la Nouvelle-Aquitaine. Et là-dedans, ils préconisent de d'abord restaurer les capacités du milieu à réalimenter les nappes phréatiques avant d'envisager le stockage de l'eau.
D'accord. Et vous, Benoît Biteau, sur ces questions de solutions, enfin, en faisant assez synthétique pour compléter le... Juste pour prolonger ce que vient de dire Joël sur le rapport à Climatera et sur la notion de nappe phréatique. Juste rappeler ce qu'est une nappe phréatique, et c'est un des écueils des projets de stockage de l'eau. La nappe phréatique, c'est une grosse éponge qui nécessite, pour qu'elle se recharge, d'être en contact avec des niveaux d'eau très hauts, mais qui convoque aussi une dimension temporelle, c'est-à-dire que pour que la nappe se recharge, il faut que ces niveaux hauts durent un certain temps, notamment en hiver. Et là, le projet de stockage de l'eau conditionne la possibilité, enfin est conditionné par la possibilité de pouvoir capter cette eau dans des eaux souterraines, qui va donc rabattre le niveau haut qui permettrait de recharger les nappes et qui ne permet pas la dimension temporelle pour recharger les nappes. Et donc, ce stockage de l'eau avec des prélèvements d'hiver dans la nappe souterraine peut impacter négativement également la possibilité de recharger la nappe. Donc ça, c'est important de le rappeler. Après, sur les conflits d'usage, une des réponses, c'est bien sûr la mise en place de ce qu'on appelle les projets de territoire. Et ça, c'est une bonne idée. Sauf qu'il faut qu'on s'entende sur la définition d'un projet de territoire. Est-ce que le projet de territoire est cohérent quand il ne convoque que 10% des agriculteurs qui sont les irrigants historiques et qui sont ceux qui bénéficient des volumes historiques disponibles depuis des décennies et qui ont été complètement stabilisés de mémoire au milieu des années 2000. Donc c'est ça la vraie question. C'est-à-dire que oui, les projets de territoire, c'est la bonne réponse, mais si on veut parler de projets de territoire, il faut mettre tous les acteurs de la gestion de l'eau autour de la table, et au premier rang desquels les agriculteurs. Rappelez que seuls 10% des agriculteurs ont accès à l'eau, donc en creux, sans vilain jeu de mots, ça veut dire que 90% des autres qui pourraient avoir besoin de l'accès à l'eau pour des pratiques de maraîchage, pour des pratiques d'autonomie alimentaire de leur élevage, notamment pour la production de fourrage, sont tenus à l'écart de cette réflexion du partage de l'eau. Donc c'est pas ça un projet de territoire. Et donc du coup, au niveau des politiques publiques à mettre en œuvre pour promouvoir ces solutions scientifiques dont vous parlez, donc basées sur une réflexion agronomique, agroécologique. Tout à l'heure, Benoît, vous parliez du Green Deal et de l'état d'urgence climatique qui avait été voté. Partant de ce qui se passe à l'Union européenne et de cette réforme de la PAC qui est en cours... Il faudrait que ce soit une réforme déjà. En tout cas, cette nouvelle copie de la PAC qui va être soumise au vote des députés européens, quelles seraient les politiques publiques à mettre en œuvre, les mesures à mettre en œuvre pour promouvoir justement les solutions dont vous parlez? Alors, aujourd'hui, je l'ai dit, la PAC distribue de l'argent public sans réelle conditionnalité, c'est un des écueils. Et donc, pour prendre le contre-pied de ce constat-là, la solution, c'est bien sûr de proposer de distribuer l'argent public avec un certain nombre de conditionnalités sur des enjeux qui sont déterminants, la santé, bien sûr, la biodiversité, bien sûr, mais le climat, bien évidemment. Et donc, l'idée, c'est qu'on conditionne, dès le premier euro versé d'argent public qui vient de l'Union européenne, à ces enjeux-là, qui sont effectivement dans le Green Deal, qui sont également dans la stratégie émise par la Commission européenne de la fourche à la fourchette, qui sont également dans la stratégie pour la biodiversité émise toujours par la Commission européenne. Et donc l'idée, c'est qu'on avance sur la distribution de cet argent public qui conditionne, ou en tout cas qui accompagne ces transitions-là. Et plutôt que de parler de subventions, imaginez le principe de dire que ces agriculteurs qui œuvrent dans le sens de la biodiversité, qui œuvrent dans le sens du climat, qui œuvrent dans le sens de la santé, ne soient plus seulement subventionnés, mais rémunérés parce qu'ils rendent des services à l'intérêt commun. Et sur le sujet de l'eau, le vrai sujet, c'est d'accompagner l'agriculture qui participe à l'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire qui réduit d'une part ses émissions de gaz à effet de serre, notamment par sa forte dépendance au pétrole, mais aussi qui utilise ces 60 ou 70% d'espaces utilisés par l'agriculture dans des vraies logiques où ces espaces-là sont mobilisés pour séquestrer les gaz à effet de serre. Et ça, il faut le rémunérer parce que ça sert à l'ensemble de l'humanité qui héberge cette planète,
Et donc c'est ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux ou écosystémiques. Et pour rebondir, et vous Joël, justement, enfin je faisais référence tout à l'heure au rapport parlementaire qui préconise également justement de mettre en place ces fameux paiements pour services écosystémiques, donc de mettre même 1 milliard d'euros sur la table par les agences de l'eau en complément de ce qui pourrait être fait même par la PAC. Et vous, Joël, justement, vous exprimez un petit peu sur cette logique finalement un petit peu inversée, c'est-à-dire de rémunérer un service rendu à l'environnement sur ces fameux PSE. Comment vous voyez les choses, enfin, comment vous positionnez? Est-ce que vous avez demain les agences de l'eau qui pourront le faire, enfin, est-ce que c'est une bonne mesure? Et voilà, est-ce que vous nous en parlez un petit peu? Oui, c'est sûrement une bonne mesure puisqu'on voit que tout ce qu'on peut faire de façon préventive coûte 10 fois moins cher que ce qu'on fait ensuite de façon curative. Donc par exemple, pour la qualité de l'eau, il vaut mieux ne pas la polluer que d'avoir à la dépolluer. Ça coûte, c'est une question de bon sens, mais il faut le dire. Voilà. Non, mais justement, on est dans cette... Donc on abordait beaucoup la question de la quantité, et donc là on peut passer effectivement, vous l'ouvrez sur la question de la qualité, donc des paiements de services environnementaux, pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Justement, vous parlez de la dépollution de l'eau, on dépollue, enfin comment ça fonctionne un petit peu, et du coup ces coûts, les coûts induits ou cachés, comme on pourrait dire, de la dépollution. Bon, alors il y a plusieurs types de pollution, hein. Par exemple, on va prendre la pollution industrielle, mais c'est souvent une pollution ponctuelle, une usine qui explose, une cuve qui fuit ou des choses comme ça. Il y a aussi les pollutions domestiques, mais elles arrivent à la station d'épuration, donc elles sont traitées. Et là, on va parler des pollutions diffuses. Et les pollutions diffuses, c'est l'agriculture qui en est responsable pour la plus grande partie. Et en plus, on peut pas les traiter. Alors ça a un impact direct sur la qualité de l'eau qu'on boit. Et qu'est-ce qu'on fait quand un captage d'eau potable n'est plus assez potable? Eh bien, on ferme le captage, donc forcément ça fait augmenter les statistiques de qualité des captages, c'est déjà une bonne chose, mais ça n'arrange pas les autres affaires. La deuxième solution, c'est qu'on dilue l'eau polluée avec de l'eau propre, jusqu'à ce que le polluant soit à un taux inférieur à la norme tolérée. Et la troisième solution, c'est de mettre en place des usines de traitement de l'eau. Donc ça coûte très cher, hein, plus d'1 milliard d'euros. Et ça, c'est en majorité le consommateur, enfin en tant qu'usager de l'eau, et en tant aussi que citoyen par ses impôts, qui va payer la plus grosse part de la note. Donc en quelque sorte, c'est un peu une entorse au principe pollueur-payeur, parce que c'est l'usager qui, in fine, se retrouve à le payer sur sa facture. C'est c'est plus qu'une entorse, hein, c'est une fracture là. Pour donner un chiffre, après je laisserai Joël continuer, mais en Poitou-Charentes, on a fermé 400 points de captage en 30 ans. 400 points de captage d'eau potable fermés en 30 ans, et presque exclusivement en raison des pollutions agricoles. Ok. Je te laisse la parole. Oui. Du coup, en termes de... Parce qu'on parle des agences de l'eau, en termes de gestion d'argent public, finalement, la politique mise en place pour encadrer la ressource en eau est-elle... on a bien compris qu'elle était inefficace, mais dans quels termes et qu'est-ce que vous pourriez dire sur la gestion, la question de la gestion de l'argent public sur la politique de l'eau? Alors effectivement, à l'échelon national, les structures qui sont habilitées à parler de la gestion de l'eau, c'est effectivement les agences de l'eau. Et comme l'a dit Joël à l'instant, un des principes, il y a deux principes forts dans la gestion des agences de l'eau, c'est que l'argent de l'eau doit aller à l'eau. Donc ça, c'est un premier principe fort, et donc c'est ce qui fait que les usagers payent une taxe agence de l'eau pour alimenter ces agences qui doivent servir les intérêts de la bonne gestion de la ressource en eau. Ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe plus récent, confronté à l'évolution des pollutions qu'on a constatées, c'était le principe d'un équilibre pollueur-payeur, c'est-à-dire que celui qui pollue est taxé par les agences de l'eau pour que ces taxes puissent réparer les pollutions induites par ces pollueurs. Le constat, il est terrible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde comment sont constitués le budget des agences, c'est 80% du budget des agences, c'est les contributions des usagers, donc des gens qui payent leur eau potable. Il faut savoir que les agriculteurs payent l'eau de façon ridicule, c'est 0,7 centimes le mètre cube. Donc je vous invite à regarder votre facture d'eau, vous allez voir que vous ne payez pas le même prix, vous. Et en revanche, les mesures curatives qu'a évoquées Joël,
sont essentiellement supportés par les agences de l'eau et donc sont là pour réparer les dégâts de ces pratiques qui utilisent massivement des pesticides, des engrais de synthèse et qui posent des problèmes quantitatifs également. Et donc ces mesures curatives ne sont pas du tout supportées par ceux qui les engendrent. Et donc ça pose la question du principe pollueur-payeur. Je vous invite à lire un rapport du Conseil général de l'écologie et du développement durable qui a été publié en octobre 2011 et qui détaille très précisément le poids de ces coûts externalisés qui sont majoritairement, très majoritairement supportés par les usagers de l'eau, par leur contribution à la facture d'eau potable. Alors, je me permets du coup d'intégrer une question que j'ai reçue de quelqu'un, mais qui est tellement à propos que je ne vais pas attendre la fin, qui dit qu'actuellement, ce sont les urbains qui alimentent les budgets des agences de l'eau, mais il se demande comment faire payer tous les usagers de l'eau proportionnellement à la pollution qu'ils ajoutent dans l'eau. C'est une question de volonté politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des rapports assez détaillés. J'ai parlé de ce rapport du CGEDD, mais on a une étude qui a été conduite par le CNRS en Ile-de-France par exemple, par un chercheur qui s'appelle Paul Passy, qui a évalué le poids de ces pollutions agricoles par exemple, hein, mais on peut évaluer les poids des pollutions industrielles, qui sont des pollutions, comme tu l'as dit Joël, qui sont plus accidentelles. Mais on a des évaluations assez fiables du poids de ces pollutions-là. Et donc, c'est une volonté politique de oui ou non, intégrer stricto sensu la notion du principe pollueur-payeur. Donc, c'est ça. Et le problème des agences de l'eau qui ne s'engagent pas dans cette direction-là, c'est aussi le problème de la gouvernance. C'est-à-dire que la gouvernance dans les agences de l'eau, elle est un petit peu verrouillée par ce que j'appelle l'union sacrée des industriels, des producteurs d'énergie et des agriculteurs. Et que quand on doit prendre une décision dans ces organes-là, dans ces instances-là, eh bien on a forcément le bloc là, de cette union sacrée qui représente la majorité au sein des comités de bassin et qui bloque la possibilité de faire évoluer ces politiques publiques pour intégrer strictement le principe pollueur-payeur. Pourtant, on voit que les agences de l'eau soutiennent par exemple le développement de l'agriculture biologique. Demain, elles s'intéresseront au paiement pour services écosystémiques. Elles développent également les filières, mais selon vous, en fait, il faudrait que l'intégralité des budgets des agences soit vraiment orientée vers ces axes-là. C'est ça ? Si je peux continuer, excuse-moi Joël, hein, mais oui, je le disais tout à l'heure, un projet de retenue de substitution, si je reviens sur le dossier que je connais bien, qui est celui de Poitou-Charentes, aujourd'hui on a 200 projets de retenue de substitution, de bassines, dans les cartons, qui représentent à eux seuls 400 millions d'euros d'argent public, je parle bien d'argent public, dont le principal financeur sont les agences de l'eau. Donc là on a parlé de la dimension qualitative, mais sur la dimension quantitative, on voit bien que plutôt que de s'attaquer à la problématique du climat en changeant les orientations agricoles, on continue dans la fuite en avant qui consiste à dire on ne renonce pas à des pratiques d'irrigation, notamment tournées vers le maïs. Et l'écueil, il est là. Je pose juste une question. Est-ce que si on mobilisait ces 400 millions d'euros pour soutenir tous les agriculteurs, 100% des agriculteurs, et non pas vers la transition, je pense qu'on pourrait faire des miracles. Justement, j'en profite pour intégrer une autre question qu'on a reçue. Merci de continuer de nous envoyer donc, vos questions au numéro qui est affiché là. Finalement, il y a eu un protocole qui a été mis en place sur les bassines. Et on me demande dans une question en quoi ce protocole des bassines mis en place dans les Deux-Sèvres est un mauvais protocole. Peut-être... je vais vous laisser la parole là-dessus, Joël. C'est beaucoup une question de gouvernance, parce qu'on nous a beaucoup dit que ce protocole avait été signé par presque la totalité des acteurs. Mais en fait, il y a des acteurs qui ont été exclus dès le début de la discussion et qui représentaient en plus différents acteurs, d'autres associations. Donc il y a 2 associations qui ont signé le protocole, mais les autres n'ont pas signé, on n'en parle jamais. Il y en a beaucoup qui n'ont pas signé, il y en a au moins 5. Voilà. Donc il y a ce problème de gouvernance, et il y a le fait que on a signé un peu un blanc-seing, puisqu'on signait un principe selon lequel il faudrait discuter des conditions à mettre en place pour pouvoir avoir accès à l'eau, mais ça n'a été ni quantifié, ni planifié dans le temps. Donc c'est maintenant que ça se discute, alors qu'on a déjà signé. Donc c'est vrai que nos moyens d'action sont très faibles, et on peut le voir avec les comptes rendus des dernières réunions. On voit très bien que ça freine des cas de fer dans ces instances. Et donc actuellement, ils sont en train de se disputer pour un objectif de diminution de phyto qui est 2 fois inférieur à celui de notre éco-phyto national.
Donc c'est pas du tout tolérable. Peut-être justement, parce que ça nous permet ce sujet-là, il nous permet d'amorcer un peu la troisième phase de l'atelier, qui est plus justement que peuvent faire les citoyens, que peuvent faire les militantes, les militants au niveau local pour se mobiliser sur cette question de l'eau. Vous, Joël, là, vous disiez, on n'a pas beaucoup de moyens pour actionner. Mais comment on peut concrètement, quand sur un territoire il y a un tel projet, comment on peut soit s'élever contre ou faire des contre-propositions, comment on peut agir aussi? Peut-être Benoît Biteau. C'est là peut-être où le bas blesse, c'est-à-dire qu'effectivement ce protocole, alors moi je peux compléter, hein, mais ce protocole doit faire référence à un projet de territoire. Je vous ai donné ma définition d'un projet de territoire tout à l'heure. C'est un projet qui doit associer tous les acteurs, au premier rang desquels les agriculteurs. Un projet de protocole, donc un projet de territoire qui ne s'appuie que sur les 10% d'agriculteurs qui sont les irrigants historiques, on peut déjà se poser la question de est-ce qu'on est vraiment dans un projet de territoire. Et nous sommes, et je nous associe, nous sommes d'autant plus vigilants sur ce protocole que beaucoup disent si ce protocole aboutit, si ce protocole réussit, il pourra être le protocole à reproduire sur les autres périmètres où on a des projets de stockage. Mais objectivement, si on doit reproduire ce genre de protocole sur les zones de projets de stockage, on est très loin des objectifs qu'on a développés depuis le début de cette réunion. Après, le rôle des citoyens, pour essayer c'est qu'on voit bien que c'est pas facile pour eux, parce que là, par exemple, on vient de passer une étape de consultation par la préfecture sur le ressenti des citoyens. Il y a eu des remontées importantes d'un certain nombre. Joël a peut-être plus les chiffres que moi du nombre de personnes et du nombre de réactions qui ont eu lieu sur ce protocole. 78 commentaires, dont 75 négatifs. Et au bout de cette consultation, le préfet signe un arrêté préfectoral qui autorise le déploiement de ces 16 retenues de substitution sur le périmètre du Marais Poitevin. Donc on voit bien que même si les citoyens se mobilisent, font l'effort de contribuer à cette enquête, leurs désirata ne sont pas forcément entendus. Donc après, on sait pourquoi ? On sait pourquoi. Il n'y a qu'à écouter les déclarations de Julien Denormandie, le nouveau ministre de l'Agriculture, qui, sur fond de crise de sécheresse telle qu'on la vit aujourd'hui, considère que la réponse, presque unique et universelle, c'est le stockage de l'eau. Donc on voit bien qu'il y a une volonté politique de ce gouvernement, et des gouvernements d'avant d'ailleurs, à déclencher cette solution-là qui, vue de loin et de façon très simpliste, consiste à dire on stocke l'eau l'hiver pour pouvoir l'utiliser l'été, mais c'est l'intérêt de cet atelier, c'est beaucoup plus complexe que ça, et malheureusement on sert les logiques corporatistes de l'agriculture, c'est-à-dire que malheureusement on est dans la cogestion avec la FNSEA qui nous propose cette solution, et pour lesquelles, moi je suis élu, et je me dis que quand on prend des décisions qui engagent l'argent public, qui engagent l'avenir des générations futures, on doit s'appuyer sur des données objectives et non pas sur les logiques corporatistes. Et c'est ça, l'écueil, il est là. Et donc les citoyens, qui sont pourtant les principaux financeurs de l'eau via leur facture d'eau, sont piétinés dans leur désirata. Mais du coup, parce que là, ce qu'on est en train de dire en creux, est-ce que ça veut dire que même si on qu'on participe à une enquête publique, qu'on y va, qu'on se mobilise, finalement, à la fin, ça ne sert à rien. Alors, j'ai une question, c'est l'année prochaine, il y a des consultations publiques qui sont organisées dans le cadre de la révision du SDAGE. Donc, le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau. Peut-être déjà préciser à l'Assemblée et aux auditeurs qui nous écoutent, c'est quoi un SDAGE ? Et est-ce que ça vaut la peine que les citoyens se mobilisent sur cette question ? Ça vaut toujours la peine que les citoyens se mobilisent de toute façon. Alors un SDAGE, c'est une instance qui va faire des diagnostics, qui va ensuite proposer des orientations et donner des mesures pour aller dans le sens des orientations. Bon, il se trouve que malheureusement, en tout cas dans le secteur où nous sommes, les mesures sont très intéressantes. Il y a plein de mesures, changer les filières, restaurer les cours d'eau, restaurer les têtes de bassin, etc. Il y a plein de mesures intéressantes. Mais quand on regarde le financement, 95% du financement, il va au stockage de l'eau. Et donc les autres mesures se partagent ce qui reste, quoi. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est qu'effectivement les citoyens soient plus partie prenante dans ces décisions,
Donc là, la nouvelle loi va permettre qu'il y en ait un peu plus d'usagers non économiques, mais j'ai peur que ce soit quand même pas suffisant. Et il y a aussi dans ces comités de bassin 40% de l'instance de décision qui sont les élus. Et il faut se rendre compte que nos élus, ils ne font pas forcément ce qu'on leur dit de faire. Déjà, il y en a beaucoup qui sont là, ils ne savent pas trop quoi faire. Et sinon, les agriculteurs, eux, ils savent très bien occuper le terrain au niveau des élus. Et c'est pour ça qu'on a du mal à faire passer les choses. Il faut aussi vraiment s'impliquer en politique, ce qui n'est pas facile pour les citoyens. Du coup, je me permets juste de rebondir sur une donnée que vous venez d'avancer. C'est que la nouvelle loi qui devrait entrer en œuvre là, fin septembre en 2020 demande au comité de bassin d'élargir leur gouvernance à un comité d'usagers non professionnels. Concrètement, est-ce que, je parle sous votre contrôle, concrètement, est-ce que ça veut dire que ici, n'importe qui dans cette salle pourra devenir intégrer ce comité d'usagers non professionnels? Non, non, pas n'importe qui. Il faudra vraiment qu'il soit très motivé. Il pourra l'intégrer, mais au titre d'une APNE, d'une association de protection de la nature, ou d'une association de consommateurs, ou d'une association de pêche, ou des choses comme ça. Donc il faut déjà qu'il se manifeste au sein d'une association et qu'ensuite l'association le propose. Moi, je voulais revenir aussi sur les SDAGE et relancer la main à Benoît là-dessus, parce qu'il y a quand même donc, cette révision de ces fameux schémas, donc ces SDAGE. Si je ne me trompe pas, c'est pour les futurs schémas 2022-2027. Donc c'est quand même important qu'on se mobilise sans doute aussi au niveau des territoires à partir de février prochain, je crois, parce que c'est quand même un schéma directeur qui organise un petit peu les choses. Est-ce que là, il n'y a pas quand même quelque chose à jouer autour de ces fameuses SDAGE en début d'année prochaine? Effectivement, c'est la feuille de route. Les SDAGE, pour moi, c'est la feuille de route de l'eau pour une période de 7 ans. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Avec quand même des exercices contraints, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a une loi sur l'eau qu'il faut quand même respecter, et surtout une directive cadre européenne qui fixe des objectifs de bon état des milieux aquatiques, de bon état des masses d'eau, de bon état de la gestion de l'eau, et qui, quand on évalue les politiques de l'eau conduites sur le territoire national français, font la démonstration qu'on est très loin du compte par rapport aux objectifs qui ont été arrêtés par la directive 4 sur l'eau. Juste pour faire du décryptage de ce que veut dire une directive 4, ça veut dire que les 2 tiers, la majorité des 2 tiers des États membres ont validé la directive. C'est-à-dire qu'on a aussi affaire à cette schizophrénie, c'est-à-dire que des gens qui nous disent on va faire des bassines, on a des délais, on a le temps quand ils sont sur le terrain national, et puis quand ils vont au Conseil, au Parlement européen, valident des objectifs qu'ils sont incapables de tenir chez eux. Donc c'est quand même... Et le SDAGE doit imaginer les solutions pour que ces ambitions, ces objectifs qui sont présents dans la directive 4 sur l'eau soient atteints. Et l'exercice favori des gens qui sont à la gouvernance de l'eau, c'est de négocier des dérogations pour repousser le moment où on va atteindre les bons objectifs. Donc ça, et malheureusement, les retenues de substitution participent à encore plus éloigner ces objectifs, parce que ces retenues de substitution sont en soutien du modèle qui participe à une mauvaise gestion quantitative et qualitative de l'eau. Sur le rôle des citoyens, bien sûr, il faut qu'ils s'engagent, bien sûr, il faut participer aux enquêtes publiques. Il y a des APNE, Joël l'a évoqué, et c'est les APNE qui déposent des recours, associations de protection de la nature, pardon, et de l'environnement, c'est elles qui déposent les recours pour dénoncer ces retenues de substitution. Et c'est grâce à ces associations et surtout à ces recours que depuis le début de l'année 2020, où le tribunal administratif de Poitiers a rendu 4 jugements, les 4 jugements rendus par la Cour d'appel de Poitiers font la démonstration, enfin, ont donné raison aux associations de protection de la nature et de l'environnement. Et ce que dit le rapport public dans tous les jugements, c'est que ces projets-là ne sont pas conformes à la loi sur l'eau et au code de l'environnement. Donc, quelque part, l'action citoyenne de ces associations de protection de la nature met en évidence que les projets imaginés par ces gens-là qui continuent de servir la soupe à ces 10% d'agriculteurs irrigants sont décalés avec les attentes de la société civile dans sa globalité. Et puis, juste un dernier sujet où les citoyens peuvent agir, c'est que nous, on est sur enfin, la région Aix-Poitou-Charentes, on est sur un littoral, qui est la Charente-Maritime.
Et je ne peux pas m'empêcher de ne pas parler du lien terre-mer. C'est-à-dire que tous les cours d'eau, les bassins versants qui sont concernés par ces retenues de substitution sont des fleuves côtiques dont l'eau arrive en mer. Et aujourd'hui, la mauvaise gestion quantitative, la mauvaise gestion qualitative impactent très négativement le littoral et le milieu marin. Or, aujourd'hui, sur ce périmètre-là, on a ce qu'on appelle un parc naturel marin avec un conseil de gestion qui possède un pouvoir réglementaire qui s'appelle l'avis conforme. Pourquoi est-ce que les préfets s'acharnent, et c'est pour répondre à ta question de Léo tout à l'heure, pourquoi est-ce que les préfets, malgré la pourquoi les préfets, malgré la consultation et les avis des citoyens, continuent-ils de sortir des arrêtés préfectoraux qui ne sont pas conformes aux attentes sociétales, alors qu'il peut déléguer sa décision à ce qu'on appelle le conseil de gestion, à l'avis conforme du conseil de gestion du parc naturel marin, qui est composé de plus de 70 personnes, où il y a des spécialistes, des scientifiques, des acteurs de la terre, des acteurs de la mer, des élus, des fonctionnaires d'État, des spécialistes de la gestion de l'eau. Donc si les préfets étaient aussi sûrs d'eux sur la pertinence, la cohérence de ces projets, ils délégueraient leurs décisions à l'avis conforme de ce conseil de gestion du parc naturel marin. Ok, bon, en tout cas, on a bien compris là, les échéances pour se mobiliser, de s'impliquer dans les associations, le prochain SDAGE. On va peut-être passer parce que l'heure tourne, on a le timer devant nous et je crois qu'on doit passer là au temps de questions. Oui, je vais commencer par une première question de Bernard dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc merci de nous écouter. Bernard, il a 2 questions. D'abord, concernant les agences de l'eau. Est-ce qu'elles ont des fonds dédiés à l'agroforesterie? Est-ce que c'est le cas pour toutes? Et est-ce que c'est des solutions possibles? Et enfin, il m'a envoyé une deuxième question sur les contentieux. Est-ce qu'il y a des contentieux administratifs aujourd'hui sur les retenues d'eau? Et si oui, avec quels résultats? La deuxième question, elle est rapide. Je viens de donner la réponse. C'est-à-dire que les recours, pour le moment, tous les recours qui ont été déposés sont des recours qui ont vu le tribunal administratif se prononcer en faveur des recours déposés par les associations de protection de la nature qui font la démonstration que ces projets ne sont pas extrêmement bien ficelés et télescopent à la fois la loi sur l'eau et le code de l'environnement. Sur le financement des agences de l'eau, sur des pratiques qu'on pourrait qualifier d'agroécologiques comme l'agriculture biologique pour protéger les périmètres de captage, pour justement, comme le disait Joël, plutôt prévenir, éviter de souiller la ressource plutôt que d'engager des crédits dans des solutions curatives qui coûtent horriblement cher, sont partenaires de ce genre de choses. Sur les mesures agroécologiques basées sur l'agroforesterie, en lien avec les régions, puisque c'est les régions qui sont autorités de gestion des fonds européens sur ces sujets-là, les agences de l'eau sont très souvent partenaires financiers de ces logiques de développement de pratiques agroécologiques qui vont dans le sens d'une meilleure gestion quantitative et qualitative de l'eau. Le problème, c'est qu'il manque des projets. Juste j'interviens parce qu'on avait aussi à midi un atelier sur l'arbre, justement. Il y a la question sur l'agroforesterie, mais pour reposer la question à Joël, pour qu'on comprenne bien, et ça fait le rebond avec une question qui est comment les haies aident-elles cette lutte contre le manque d'eau, et comment les haies favorisent justement cet écosystème, ces solutions naturelles? Bon, les haies, elles ne font pas que jouer contre le manque d'eau, elles jouent aussi quand il y a trop d'eau, contre les crues. Oui. Hein. Mais d'une part, elles permettent l'infiltration par leurs racines de l'eau dans la nappe phréatique. D'autre part, elles permettent de garder un peu d'humidité dans les champs parce qu'elles font un espace clos. Elles font aussi de l'ombre, donc c'est bénéfique aux cultures et aux animaux aussi. Enfin, en hiver, elles perdent leurs feuilles, elles restockent de la matière organique dans le sol, et cette matière organique du sol, elle permet de stocker beaucoup plus d'eau. Donc les arbres, ils ont vraiment toute leur place à jouer pour ce qui est d'essayer de récupérer des capacités et à retenir l'eau. C'est une porte d'entrée agronomique fondamentale. Là. Oui. Donc du coup, aussi pour répondre à la question sur les financements de les agences de l'eau, elles pourront financer les mesures agroforesterie, notamment via ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les paiements pour services environnementaux, qui peuvent accompagner des pratiques systémiques là, comme ça, qui vont être investies dans les infrastructures écologiques. Donc effectivement, les agences de l'eau pourront le faire, et même les collectivités sont invitées, désormais les collectivités comme des EPCI, des communautés urbaines, communautés d'agglomération, sont invitées par les agences de l'eau à accompagner ces paiements pour services écosystémiques et environnementaux. Donc même les collectivités pourront demain le faire, on l'espère. Voilà. Peut-être une autre question Il y a une question de Myriam, si je ne me trompe pas.
et qui demande finalement, parce qu'on parle de eau et agriculture, mais l'eau, elle n'est pas utilisée qu'en agriculture, elle est aussi utilisée par l'industrie. Et elle se demandait justement la proportion. L'industrie utilise-t-elle plus d'eau que l'agriculture? Pollue-t-elle plus? Qu'est-ce que vous avez comme... La subtilité qu'il y a entre l'eau utilisée par l'industrie et l'agriculture, c'est que l'industrie n'utilise jamais de l'eau de manière nette. Ce n'est pas un usage net. C'est-à-dire que souvent, l'industrie utilise de l'eau et la restitue après son geste de production. C'est un prélèvement. Ouais. Polluée. Donc c'est ça, l'impact de l'industrie, c'est un impact de pollution. Mais ce n'est pas des prélèvements nets, c'est-à-dire qu'elle restitue la quantité qu'elle a prélevée en amont de son geste de production. La particularité de l'agriculture, c'est que c'est un préleveur net, c'est-à-dire que quand il prélève de l'eau, l'eau qui va être utilisée pour irriguer le maïs dont on a parlé tout à l'heure, à la fin du tour d'eau de l'agriculteur sur son maïs, l'eau, elle n'est pas rendue à la ressource, elle est partie dans l'atmosphère par des phénomènes d'évaporation et d'évapotranspiration. Donc la grande différence avec les autres usagers de l'eau, c'est que le seul usager qui fait des prélèvements nets, qui ne restitue pas au milieu, c'est l'agriculture. Et c'est ça la grande différence. Et dans des périodes spécifiques, voilà, de sécheresse. J'ai une autre question qui nous vient. Donc, après 70 ans de remembrement et non facteur d'appauvrissement de la ressource en eau, à quand le démembrement et par quel processus? Donc c'est plutôt l'inverse, non, en fait. Après 70 ans de démembrement, à quand le remembrement, du coup? Et comment on peut le faire? Est-ce que vous avez une vision là? C'est aussi sur la question du foncier agricole et autres. Comment on peut justement remettre du bocage quelque part? Voilà, c'est un petit peu cette question. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que partout où on met du maïs et des céréales, partout, eh bien, les prairies disparaissent et les haies disparaissent. Donc tant qu'on continuera à encourager ça, je ne vois pas comment ça peut retourner en arrière. Et c'est vrai qu'on parle de toutes les politiques qui peuvent viser à remettre des arbres dans le paysage, à remettre des haies, à faire de l'agroforesterie, mais il ne faudrait quand même pas oublier qu'actuellement, même maintenant, on continue à arracher des haies. Et là, en plus, cette année, avec le Covid et les agents de l'environnement qui étaient confinés, ils s'en sont vraiment donnés à cœur joie. D'accord. Donc on continue actuellement à arracher des haies. Bien sûr. Et il faut dire aussi que quand on arrache une haie qui a 200 ans, même si on en replante la même quantité ou même le double, c'est pas du tout comparable, quoi. Il va falloir 20 ans, 30 ans pour qu'elle ait vraiment un impact significatif. Et pour compléter, j'ai évoqué tout à l'heure le déclassement du Marais Poitevin lié au retournement des 30 000 hectares de prairies. Ça a été aussi l'occasion pour l'Union européenne de condamner la France sur cette problématique, avec une astreinte qui pourrait s'élever, accrochez-vous bien, parce que si vous payez tous des impôts, donc les contribuables, ça va leur faire drôle, une astreinte qui pourrait être de l'ordre de 165 000 € par jour, liée au non-respect de la directive 4 sur l'eau. Donc c'est extrêmement lourd. Et donc on a proposé des choses pour sortir de cette situation-là où on a une menace d'astreinte. Et j'avais, à l'époque où j'étais fonctionnaire et directeur adjoint du parc, j'avais proposé une solution qui s'appelait des territoires stratégiques, donc qui visait à ce que sur ces territoires un peu stratégiques, on ait des logiques de recréation de haies, recréation d'un maillage bocager. Et les solutions, c'est par exemple par rapport au remembrement ou au démembrement, recréer un maillage où les parcelles sont autour de 7 hectares. Les entités cohérentes, c'est des maillages de haies pour délimiter des parcelles qui feraient environ 7 hectares. Et là, on retrouve une fonctionnalité importante des zones agricoles sur la biodiversité, sur le climat et sur la bonne gestion de la ressource en eau. Et parce que ce qu'il faut voir, c'est que la simplification extrême des paysages qui a eu lieu justement avec tous ces remembrements, ces arrachages de haies, etc., elle a un impact très fort, bien sûr, sur la biodiversité. On en parle beaucoup, des insectes, des oiseaux, etc., qui disparaissent sur une pente très très forte. Mais elle a aussi un impact direct sur l'agriculture. Et donc, en fait, on est en train de se couper l'herbe sous le pied, quoi. Donc ça, c'est vraiment important à savoir. Je ne suis pas sûre que la majorité des agriculteurs ait intégré cette dimension du problème. Juste, je vous coupe parce qu'on entre dans la dernière minute. Il nous reste 30 secondes avant de rendre l'antenne. Je vais vous demander un petit mot de la fin et remercier tous les auditeurs qui nous suivent depuis leur ordinateur, depuis les régions. Merci à tous ceux qui étaient présents dans la salle. Peut-être un mot de la fin chacun. Vous avez 5 secondes, 10 secondes chacun. Juste vous remercier et si on veut continuer à regarder les générations futures droit dans les yeux et si on veut que nos enfants ne nous accusent pas, je pense que la problématique de l'eau, c'est un sujet qu'on doit attraper à bras-le-corps parce que c'est un enjeu fondamental. Bon, c'est vrai que c'est une problématique très très complexe, alors on ne peut pas en faire le tour en quelques minutes, mais c'est très très important de s'y intéresser.
Donc on compte sur vous. Merci à tous. Merci à toutes et tous.